Nous sommes le 2 avril 2011, chez vous, André Parat, à Chézard-Saint-Martin, dans le canton de Neuchâtel. Alors André Parat, vous êtes né à Seignelay-Gier en 1931. Vous venez d'un milieu plutôt modeste. Et puis rapidement, vos parents ont déménagé au Locle, où vous avez fait toute votre scolarité. Vous avez suivi ensuite une formation d'ingénieur au Technicum, au Locle. Et puis ensuite, vous avez exercé votre métier dans le canton pendant une quinzaine d'années environ, durant lesquelles le cinéma a pris de plus en plus de place dans votre vie. Alors dites-nous peut-être pour commencer, dans quelles circonstances est-ce que le cinéma est entré dans votre vie? Oh, il faut que je creuse ma mémoire. C'est un peu comme si on passait un vieux film rayé, noir-blanc au début, muet aussi. En fait, ça a commencé très tôt, je crois. Ça a commencé par quelques projections auxquelles j'ai eu l'occasion d'assister, à l'Armée du Salut notamment, et fasciné autant par le faisceau lumineux qui passait au-dessus de nos têtes, par le cliquetis du projecteur que par l'image qui était sur l'écran. C'était tout un mystère pour moi qui me fascinait. Ensuite, au Locle, nous avions à la paroisse catholique du Locle un jeune prêtre, un jeune abbé, qui était passionné de cinéma, qui nous passait des films sur son pâté babiche, qui tournait à la main. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de faire du cinéma. J'ai commencé par faire des ombres chinoises avec une bougie dans un carton à souliers, etc. Construire un petit projecteur. Sur lequel je passais des films que je dessinais sur des bandes de cellophane, sur lesquelles je dessinais les actualités. Et puis voilà, c'est comme ça que cette envie de faire du cinéma est née. Mais je l'ai oublié, et puis c'est que bien des années après, lorsque j'ai touché ma première paye, et je ne sais plus par quel hasard, je me suis souvenu d'un coup que je me passionnais pour le cinéma. Et alors j'ai acheté ma première caméra 8 mm et puis ça a continué ainsi. C'était quoi comme caméra? Une Bolex L8. Bolex, bien sûr, parce que c'était la marque la plus prestigieuse de l'époque, de ce format-là. Notamment une caméra qui fonctionne toujours d'ailleurs, très simple. Mais alors qui est-ce qui vous a conseillé, puisque vous n'avez fait ni école, ni... Vous avez vraiment été un autodidacte? Par exemple, est-ce que vous faisiez de la photographie? Vous aviez déjà des... Non, j'ai pratiquement jamais fait de photographie auparavant. D'accord. Pour quelle raison j'avais choisi une caméra Bolex? Certainement la publicité. Ou l'ayant vu en vitrine, ça je ne peux pas vous dire. Et puis donc vous avez commencé à filmer de manière tout à fait autodidacte? Oui, en amateur. En amateur. Je fais du cinéma amateur, je commençais à filmer ce qui bougeait autour de moi, sans idée très précise. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que je me passionnais déjà pour avoir été introduit par un grand-père qui m'y a beaucoup conduit, et je m'intéressais à la nature. Et très rapidement, j'ai eu envie de filmer la nature. Et puis alors, vous avez réalisé un premier petit court-métrage qui s'appelle Miracle, en 8 mm. Voilà. Et c'est suite à cela que vous avez demandé votre admission au Club des cinéastes amateurs de la Chaux-de-Fonds? Voilà, exactement. Comme je vous l'ai dit, passionné par la nature, je l'ai redécouverte à travers l'objectif de la caméra, et elle m'est apparue soudain, justement, ce qui fait le titre du film, comme un miracle de la vie. J'ai fait ce petit film, et l'ayant terminé, je me suis dit qu'il serait bon de savoir à quoi j'en étais, pour voir ce que les autres faisaient. J'ai demandé mon admission au Club des cinéastes amateurs des montagnes de Jacques-Paz. J'aurais passé ce film, qui a été très bien accueilli, qui a obtenu le premier prix du concours interne, inscrit par mon club au concours national de l'année suivante, où il a obtenu le premier prix. Et de fil en aiguille, cette année-là, on est déjà en 1959 à l'époque,
le Festival de Trente avait ouvert ses catégories au film 8 mm. Je leur ai proposé et il avait obtenu le premier prix aussi. Donc une jolie carrière pour ce premier court-métrage. Pour un film de ce genre, c'était une jolie carrière, mais qui m'a fait peut-être miroiter beaucoup de choses, mais enfin, je me suis laissé prendre dans ce piège-là. Et j'y suis encore. Comme vous m'avez dit, dans ce film, on voit des images macro. Pour un film en 8 mm, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, comme de tous les appareils que j'ai eu par la suite, j'ai toujours été tenté de leur demander plus qu'on pouvait en tirer quelquefois. Et j'aimais bricoler aussi. Et la macro, c'était quelque chose qui était une découverte pour moi. Et puis alors, ces prix vous encouragent à continuer? Est-ce que vous songez déjà à ce moment-là à faire de votre passion un métier ou bien c'est encore tout à fait impensable? Oui, mais sous une forme un petit peu particulière. C'est que je rêvais d'être explorateur. Tout enfant, j'explorais déjà la forêt de chez nous, les alentours, et ayant une caméra, ayant vu ce qu'on pouvait faire d'une caméra, je me suis dit que ça serait passionnant de devenir explorateur, comme les filles de l'époque souhaitaient d'être hôtesses de l'air. Moi, je rêvais d'être explorateur. Bon, la vie en a décidé autrement, mais enfin, j'ai pu réaliser ultérieurement ce film, ce projet, partiellement en tout cas. Et puis alors, en 1960, au Royaume de la Nuit, c'est votre première production d'une certaine envergure. Justement, vous explorez les mondes souterrains. Voilà, justement. J'étais tombé sur un bouquin relatif au tournage d'un film au Gouffre Berger, dans le Vercors. Ce film dont le titre était, si je me souviens bien, La rivière sans étoiles, un très beau titre pour un film que j'ai jamais vu. Mais je me suis dit d'un coup, voilà quelque chose qui serait passionnant pour faire un film. À la même époque, les spéléologues chaudefonniers avaient découvert dans la grotte du Bichon, dans la vallée du Doubs, un crâne humain et un crâne d'ours qui ont connu une célébrité par la suite. Et j'ai pris contact avec eux, ils ont été d'accord qu'on tente l'expérience ensemble. Et nous avons décidé de faire un film sur la spéléologie. Un film en couleur, ce qui était toute une aventure. On m'a dit ultérieurement, lorsque ce film a été, il y a quelques années, restauré à l'occasion d'un congrès international de spéléologie à Chaux-de-Fonds, on m'a dit que c'était le premier film en couleur qui avait été tourné sous terre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime à le croire. Tourné en 16 mm. 16 mm, oui, avec une pellicule très peu sensible de l'époque. On peut peut-être juste rappeler aussi que ce qu'il en est dit dans l'histoire suisse de Freddy Buach n'est pas tout à fait exact. Oui, Freddy Buach avait dit ceci, c'est que c'était un film qui m'avait été commandé par le Spéléo-Club de Neuchâtel. En fait, c'était pas par le Spéléo-Club de Neuchâtel, mais celui des montagnes châteloises. Bon, c'est pas important, mais enfin, c'est pour être précis. Et c'était pas un film de commande. Donc, les spéléologues de la Chaux-de-Fonds avaient accepté plutôt, de tenter l'aventure avec moi. Et cette aventure, on la poursuivait de temps à autre. Chaque fois que mes économies me permettaient d'acheter un peu de pellicule, on retournait quelques images de ce film. Et ce tournage a déjà duré 3 ans. D'accord. Petite anecdote, vous avez reçu une distinction à Berne pour ce film. C'est le premier prix de la catégorie production amateur du Fonds suisse en faveur du film culturel et documentaire. Oui. Et vous vous êtes retrouvé à Berne aux côtés d'Henri Brand. Henri Brand, qui la même année, lui, avait reçu en catégorie professionnelle, je crois que c'était comme ça que ça se passait. Oui, tout à fait. Et ce prix-là, on s'était retrouvé 2 Neuchâtelois pour recevoir ces prix la même journée. Voilà, et puis Henri Brand recevait un prix pour le film Quand nous étions petits-enfants, qui mettait également en scène Charles Guyot. Qui lui-même était spéléologue et qui a figuré aussi dans le film que j'avais tourné. Exactement. Tout à fait par hasard d'ailleurs. Oui, tout à fait par hasard.
Est-ce que par ailleurs vous aviez des contacts avec d'autres cinéastes et justement en particulier Henri Brand puisqu'il est neuchâtelois? Nous nous sommes rencontrés une fois lorsqu'il voulait tourner son film Autour du monde. Ça se passait, sauf erreur, après l'Expo 64. Il m'avait contacté pour voir si j'étais intéressé à travailler avec lui pour le tournage de ce film. Bon, j'avais d'autres projets, une famille, des enfants en bas âge. Pour différentes raisons, j'ai décliné sa proposition. Je ne sais pas si j'aurais peut-être pas été non plus l'homme de la situation pour lui. D'accord. Est-ce que vous aviez des contacts avec d'autres cinéastes professionnels dans vos débuts? Au début, non. Non, parce que à l'époque, j'étais amateur. Vivant au Locle, il faut bien reconnaître que malgré tout, le Locle se situe un petit peu à l'écart des grands axes. Et de fait, je n'ai eu aucun contact. Alors faisons une petite incursion dans le monde de la télévision parce que dès 1960, c'est aussi à ce moment-là que vous avez travaillé pour la télévision suisse romande. Vous avez fait des reportages pour l'émission Carrefour en qualité de correspondant pour le Jura neuchâtelois. Oui, c'est exact. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est mis en place, cette collaboration. Oh, écoutez, tout simplement et tout bêtement. En fait, j'avais une caméra, j'avais envie de l'utiliser. J'avais pas toujours, comme j'étais jeune marié et puis des enfants en bas âge, pas toujours beaucoup d'argent. Et d'autre part, comme je travaillais alors au ce qu'on appelle actuellement Swisscom, au PTT, comme technicien, et je m'occupais notamment de l'entretien des émetteurs de télévision. À ce titre-là, je dispose à la maison d'un téléviseur de service, donc j'ai été un des premiers téléspectateurs, si vous voulez, de la région. Et j'ai constaté que les actualités qui se montraient pour la Suisse romande, laissaient souvent un peu à l'écart notre région. Alors j'écris à la télévision romande en leur disant, écoutez, je suis un brave garçon honnête, j'ai une caméra 16 mm qui ne demande qu'à travailler. Je vous propose, si vous en avez envie, de tourner des petits reportages dans notre région pour votre émission Carrefour. Je suis convoqué à Genève, on discute, je ressors de là avec de la pellicule plein les poches, on me dit, écoutez, ben voilà de la pellicule, que si vous avez des choses à tourner, vous les tournez, vous nous envoyez ça et on verra par la suite. Et de ce fait, j'ai travaillé pendant quelques années pour cette émission Carrefour, en tournant des petits reportages, enfin c'était quelquefois des chiens écrasés, bien sûr, mais de temps en temps des petits reportages sur un sujet ou l'autre que j'avais découvert et que je leur proposais. Alors vous êtes présenté en qualité de réalisateur ? Oh ben écoutez, j'avais un petit peu tous les chapeaux. J'avais une caméra muette, on n'avait pas le son. Il n'y avait pas de journal, j'étais pas accompagné d'un journaliste pour mes reportages, pas de réalisateur. Je travaillais seul. C'était les débuts de la télévision. Oui. Et puis Genève vous a proposé de venir travailler à la rédaction. Oui. Une offre que vous avez refusée? Écoutez, je l'ai refusé, mais je l'ai décliné, plutôt que refusé, décliné pour différentes raisons. C'est que ça aurait nécessité mon déplacement à Genève. Je n'en avais pas envie. Comme je vous l'ai dit, j'avais des enfants en bas âge. Un bon salaire aussi pour l'époque au PTT. Ce n'aurait peut-être pas été le cas à la télévision, qui en était à ses débuts, et c'est en toute amitié qu'avec Robert Erler, qui était le rédacteur en chef de cette émission, qu'on a décidé de continuer comme on l'a fait jusque-là. Est-ce que vous aviez des contacts avec les autres réalisateurs? Non, à vrai dire, pas. D'accord. J'ai eu quelques contacts avec Alexandre Burgère, qui s'occupe aussi d'émissions documentaires, mais c'est tout. Vous m'avez dit que le fait que vous habitiez dans le Jura neuchâtelois, c'était une nécessité pour vous d'avoir du matériel sur place et pas de devoir toujours vous déplacer à Zurich ou ailleurs pour... Voilà. Ben, y a différentes sortes de matériel. Pour commencer, il me fallait
c'était un projecteur 16 mm. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je suis un autodidacte. Toujours été, et je continue de l'être, d'ailleurs un autodidacte. J'ai appris mon métier en quelque sorte, pas seulement par les bouquins, mais en visionnant, je peux dire, des centaines de films 16 mm. Par le biais de la centrale suisse du film à format réduit, qui était créée, sauf erreur, et dirigée par Jean-Pierre Dubié, un autre neuchâtelois, et c'est une institution qui mettait à disposition gratuitement des films documentaires, des courts-métrages, qui étaient mis à disposition de cette institution, soit par des industries. D'ailleurs, par la suite, nos films ont aussi passé par cette filière, soit par des ambassades étrangères, ce qui nous donne l'occasion de voir ce qui se faisait ailleurs, notamment le Canada, la France, la Suède. Alors, mais pour pouvoir se projeter ces films, les analyser, il fallait d'abord avoir un projecteur. Alors, ma première acquisition, c'était un projecteur 16 mm. Ensuite, pour pouvoir travailler, j'ai fait l'acquisition d'une table de montage. Et quand le jour est venu où j'ai reçu des commandes plus importantes et que j'ai décidé de faire le saut dans le domaine professionnel, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une infrastructure technique sur place, à disposition, sans avoir toujours besoin de me rendre à Zurich, à Genève, pour louer le moindre matériel. Alors c'est une des raisons qui vous a poussé à créer votre propre structure. Voilà. Bon, on va revenir un tout petit peu en arrière avant d'en arriver là. En 1963, vous réalisez votre tout premier film de commande qui s'appelle D'or et des mots pour le musée d'horlogerie au Locle, au château d'Aimont. Alors comment est-ce qu'est arrivée cette toute première commande? Eh bien, le musée d'horlogerie du Locle possédait déjà à l'époque, mais c'est enrichi par la suite, une collection d'automates. Des automates d'un genre particulier, c'est qui sont de dimension réduite, souvent très petits, quelques-uns placés dans des montres. Le propre d'un automate, c'est de pouvoir montrer des scènes vivantes, sinon ça ne serait pas un automate. Ces pièces de très grande valeur étaient dans des vitrines très délicates, et quelquefois le conservateur faisait une démonstration de ces automates à des visiteurs, mais qui étaient peu nombreux à pouvoir les apprécier vu les dimensions réduites de ces pièces. C'était donc un petit peu frustrant pour les visiteurs, c'était dangereux pour les pièces, pour des questions techniques, d'usure notamment, d'un accident toujours possible, et des vols aussi. Si bien que le conservateur, qui de l'époque, Ephrem Jobin, me dit un jour, écoute, est-ce que tu ne pensais pas qu'il serait intéressant qu'on pourrait créer une petite salle de projection dans le musée même et montrer en gros plan, déjà, ou encore ces pièces que les visiteurs du musée pourraient voir en réalité dans la salle d'à côté. Et on était parti de cette idée. C'était peut-être une première en Suisse d'avoir cette démarche de démontrer une chose par le film à côté des pièces réelles. Et on avait fait ce film D'or et des mots, qui par la suite a été repris en 35 mm lors d'une exposition de la collection complète de ces automates qui appartenait à la famille Landolt-Sandeau, la famille dont on pourra en reparler plus tard, du peintre Paul-Édouard Sandeau, pour lequel nous avons produit un film qui a été réalisé à l'époque par mon collaborateur Jean-Blaise Junot, mais ça, c'est une autre histoire. Édouard Marcel Sandeau. Édouard Marcel Sandeau, voilà. Alors j'aimerais en venir à deux films que vous avez faits de manière tout à fait indépendante dans ces années-là. D'une part, Le Rossignol de Sibérie, et puis un film sur un boisselier qui vivait dans la région, qui sont d'ailleurs tous deux des films sur l'artisanat. Alors prenons peut-être Le Rossignol. Comment est-ce qu'est née l'idée de faire ce film? Eh bien, je crois que j'ai fait la connaissance
des luthiers, des Bayards. C'était deux vieux luthiers qui habitaient au Bayard tout près de la Sibérie, ce qu'on appelle la Sibérie de Châteloise, pas loin de la Brévine. La Brévine, et on y revient, était instituteur Charles Guyot, qui était un ami et qui me dit un jour, mais tu veux pas faire un film sur les luthiers des Bayards? Si tu veux, je te présenterai. Et puis il me conduit un soir chez les luthiers des Bayards, qui étaient célibataires, je crois. Je n'ai jamais été tout à fait au clair sur les détails de leur vie. Ils vivaient d'ailleurs un petit peu en ermite dans leur atelier des Bayards. Et puis, bon, on a discuté devant la cheminée, devant un grand feu de cheminée, de choses et d'autres. Et puis, en fin de soirée, je leur dis, écoutez, messieurs, c'est vrai, je vous remercie de votre accueil, mais en fait, si je suis là ce soir, c'était pour vous parler. Ils m'ont interrompu, ils me disent, oh, écoutez, on sait pourquoi vous êtes venus. Et je me suis fait rabrouer de la plus belle façon, parce qu'ils avaient fait de mauvaises expériences avec des reporters de radio, notamment, qui lui avaient trompé sa confiance avec des micros cachés, etc. Il ne voulait plus entendre parler ni de caméra, ni de microphone. Alors, au fur et à mesure qu'il parlait, je me sentais descendre sous terre, jusqu'au moment, après un silence, ils m'ont dit, ceci dit, on est d'accord de tourner un film avec vous. C'était très bien. Malheureusement, ils avaient refusé une chose que j'ai toujours regrettée, c'est qu'ils ont refusé de parler, de dire quoi que ce soit dans ce film. Si bien que le film a été tourné dans l'esprit d'un film muet, bien qu'il ait été sonore par ses bruits, la musique, mais... Comment est-ce que ce film a été produit? Eh bien, j'avais obtenu de la Confédération un prêt pour la réalisation. C'était juste les premières années de la loi sur le cinéma. Tout à fait. Et j'avais obtenu quelques milliers de francs, je crois, de la part de la Confédération pour m'aider à démarrer, à faire ce film. Pourtant, vous n'étiez pas encore sous un label professionnel, on est en 1964. Alors, c'est dire qu'il y avait un certain flou à ce sujet-là, professionnel, amateur. Écoutez, je ne me souviens plus des détails, mais j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'un flou artistique régnait sur tout le cinéma, sur le cinéma lui-même, qui en tant que structure, se cherchait encore à l'époque en Suisse. Toujours est-il que vous avez reçu une aide de Berne. J'ai reçu une aide de Berne, le film était terminé, et après le film étant terminé, je l'ai présenté, soumis pour l'attribution d'une prime de qualité ou d'études. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il avait reçu, mais je crois avoir reçu après 15 000 francs de la part de la Confédération, ce qui m'a permis de faire un pas de plus dans mon équipement. Oui. Et puis, est-ce que le film a été diffusé ? Assez peu. Il a été passé à la télévision romande. Il a été projeté au Festival de Locarno. Je l'ai présenté personnellement à différents endroits, mais il n'a jamais été, d'abord parce qu'il était en salle, c'était un court-métrage, il n'a jamais connu de carrière en salle. Parce que quand on parle de carrière pour un film de cinéma avec un C majuscule, c'est une carrière en salle, donc je me suis toujours trouvé en marge de ce monde-là. D'accord. Le second film que j'ai évoqué, Paul Baume, Boisselier, c'est un petit film de 12 minutes en 16 mm, noir-blanc. Vous aviez l'intention de réaliser plusieurs projets de ce type-là, sur des films sur l'artisanat, c'est juste ? C'est juste. Écoutez, pour Paul Boisselier, c'était ceci, il existait une association pour la défense du patrimoine des montagnes neuchâteloises, dirigée par André Tissot, qui était à l'époque directeur du gymnase, et qui avait obtenu de ce vieux boisselier des
établi au bois, un paysan qui faisait, comme il l'explique dans le film, qui faisait le boisselier en hiver pour se passer le temps, comme il disait, et puis pour arrondir ses fins de mois. Et il a arrêté son activité, et André Tissot avait obtenu que ce boisselier fabrique pour le musée paysan des montagnes de Châteloise, qui est à la Chaux-de-Fonds, un objet. Et ce boisselier avait accepté qu'on le filme en train de faire cet objet. Et nous avons passé 2 après-midi chez lui à filmer en simple, avec deux lampes et puis une caméra en train de faire ce petit objet en bois. C'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. Mais parce qu'on sait que l'intérêt pour l'artisanat en voie de disparition s'est manifesté plusieurs fois dans la production cinématographique romande de ces années-là. Parce que par exemple, je pense notamment à la série des films qu'Yves a réalisé sous l'égide de la Société suisse des traditions populaires à la fin des années 60. Ou bien encore au film sur les métiers du bois qu'a réalisé Jacqueline Veuve, ça c'est plus tard, dans les années 80. Et qui était soutenu par l'association des Amis du Bois. Alors, est-ce que vous n'avez pas trouvé vous-même de soutien pour réaliser une suite à écoutez, c'est vrai que je rêvais, mais sans avoir pensé d'une façon plus approfondie, à faire ce que Jacqueline Veuve a fait par la suite, oui, d'une manière magistrale d'ailleurs. Mais j'avais fait une liste de différents petits artisans de la région, dont un atelier d'artisanat en France voisine, dans l'intention de tourner une série, non pas seulement sur le bois, mais sur l'artisanat. Et puis j'ai présenté ce projet à différentes personnes susceptibles de m'aider financièrement. Et puis on me disait ceci, mais écoutez, c'est bien, c'est intéressant, je vous félicite d'avoir fait un projet comme ça. On pourrait peut-être vous aider, mais il faudrait que pour ça, que vous ayez déjà un fonds qu'on pourrait compléter par la suite. Et on répondait chaque fois ceci. Et il fallait toujours trouver la première partie d'argent pour déclencher la générosité des autres. Si bien que je ne me sentant pas un goût particulier pour la mendicité, j'ai renoncé à faire ce genre de film. D'accord. À partir de 1967-1968, les choses s'accélèrent un peu. Vous aviez déjà donc un certain équipement, et puis 2 films vous sont commandés. L'un par Zénith, et puis le second par l'école d'ingénieurs du Locle. Alors, prenons-les dans l'ordre. Zénith vous commande un film qui va devenir 2000 mains. Comment est-ce que les contacts se sont faits ? Eh bien, il faut dire que quand j'ai terminé mes études, je suis entré à Zénith en qualité de technicien et j'ai travaillé pendant 5 ans. Je n'avais pas un programme de travail très chargé, c'est le moins qu'on puisse dire, si bien que j'avais été appelé aussi à m'occuper de visites d'usines. Je conduisais à travers l'usine les visiteurs. J'étais donc technicien, mais pas technicien horloger, donc j'avais un regard extérieur sur l'horlogerie, sans préjugés. Je devais d'ailleurs, pour pouvoir conduire les visiteurs dans différents ateliers, d'abord moi-même m'instruire sur l'horlogerie, poser des questions. Ensuite, les visiteurs que je conduisais à travers l'usine me posaient des questions. Je savais de ce fait ce qui intéressait les gens, et puis ça en est resté là. J'ai quitté Zénith après y avoir passé 5 ans pour entrer au PTT. Et c'est lorsque j'étais au PTT, un jour, le nouveau directeur commercial de la maison Zénith, que je ne connaissais pas du tout, me téléphone pour me disant ceci: écoutez, l'année prochaine, notre usine fête ses 100 ans d'activité. On a commandé un film sur l'entreprise d'une maison parisienne qui nous a fait un film qui ne nous convient pas du tout parce que ne sont pas du tout allés dans le sens qu'on
qu'on souhaitait. On sait que vous avez fait un film, c'était Doré des mots, donc justement, pour le Château d'Aimant. On sait que vous connaissez bien notre entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord de faire un film pour nous? Poser la question, c'était y répondre. Donc j'ai accepté de faire ce film, mais il s'agissait d'un film 35 mm. J'avais encore jamais vu une caméra 35 mm de près, mais oui, c'était un défi à relever, me disant qu'une occasion comme celle-là ne se présenterait pas deux fois. Surtout que, parallèlement, l'école d'ingénieurs d'où je sortais me demandait un film aussi pour se présenter au public, un film 35 mm, dont ils n'ont pas fait grand-chose par la suite, mais enfin ça c'est une autre histoire, ce n'était pas mon problème. Et si bien que j'ai accepté de faire ces deux films avec un budget qui pour moi était déjà très confortable, qui me permettait de compléter mon équipement aussi, mais qui m'obligeait de prendre une décision capitale, c'est-à-dire de passer dans la catégorie professionnelle, c'est-à-dire de gagner ma vie, d'essayer de gagner ma vie en faisant des films et d'abandonner ma carrière de technicien. Exactement. Donc à ce moment-là, vous vous équipez en matériel 35 et puis toujours dans le même temps, c'est à ce moment-là aussi que l'école secondaire s'approche de vous pour donner des cours comme enseignant, d'abord au Locle et puis éventuellement dans tout le canton. C'est vous qui avez fait cette proposition-là pour vous assurer un... Oui, alors c'était une autre raison qui m'ont fait, en cette année 68, qui était l'année, comme vous le savez, la grande année, la grande année des changements, j'avais rencontré le directeur de l'école secondaire du Locle, qui m'avait dit en substance, écoutez, on a créé chez nous des activités complémentaires à option. Dans ce cas-là, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de venir donner des leçons dans notre école? Et on est intéressé là, jusqu'au jour où, devant prendre cette décision de changer de cap professionnellement, je devais quand même assurer mes arrières quand même. Et je suis allé le retrouver, et j'ai dit, est-ce que votre proposition est toujours valable? Il dit, tout à fait. J'ai dit, mais dans le même sens, pour moi, ça serait intéressant, mais ça ne serait pas suffisant. Est-ce que vous pensez que vos collègues de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel seront aussi intéressés par ce genre d'enseignement? Il prend contact, je suis convoqué par les uns, par les autres, par le département de l'instruction publique, engagé pour donner des cours de cinéma, de réalisation de films par les élèves dans des écoles de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et de Locle, et ça m'a aidé à démarrer. Alors le cinéma, c'est quelque chose qui intéressait les écoles à cette époque-là? Oui, on a fait des choses on a fait des choses remarquables. C'est surtout mes élèves qui faisaient des choses remarquables. Moi, j'étais l'élément moteur, je les incitais, je leur faisais confiance, et je les encourageais, j'organisais quelquefois les tournages, mais c'était les élèves eux-mêmes qui faisaient les films, qui les montaient, qui prenaient les contacts, qui faisaient des scénarios, et certains ont fait des choses remarquables. Vous travaillez sur quel support? C'était du Super 8. D'accord, oui. Et puis, est-ce que dans ce cadre-là, vous avez eu des contacts avec Freddy Landry qui faisait un peu le même genre de travail, mais au gymnase de Neuchâtel? Oui, il faisait... je ne sais pas s'il faisait le même genre de travail. Lui c'était plutôt à l'enseignement de l'histoire du cinéma, je crois. Que de la pratique, oui. Que de la pratique. Et puis ensuite, il a permis à différents jeunes réalisateurs de refaire leurs premières armes. Tout à fait, mais oui. c'était pas dans la même catégorie d'âge. Mes élèves de l'école secondaire étaient des enfants de 10 à 15 ans. Oui. Donc vous n'avez pas eu spécialement de... Donc nous n'avons jamais eu de contact particulier. D'accord. Donc vous quittez votre poste au PTT et pour vous lancer dans le cinéma. Alors moi j'aimerais bien savoir comment ça se passe.
fin des années 60 dans le canton de Neuchâtel, quand quelqu'un quitte un poste d'employé fédéral pour faire du cinéma, quelles ont été les réactions autour de vous? Les encouragements ou non? Réaction négative, totalement négative. Je n'y trouvais personne pour m'encourager. Personne. Et j'avais même écrit quelques années auparavant à un cinéaste roman, Charles Duvanel, qui était le documentariste de l'époque, qui m'avait gentiment écrit: écoutez, cher monsieur, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'oublier totalement de faire du cinéma. Vous avez une bonne place, eh bien, ne lâchez pas la foi pour l'ombre, et puis continuez d'en faire pour votre plaisir, mais ne cherchez pas plus loin. C'était honnête de sa part. Pourtant, lui, il avait, vu de l'extérieur en tout cas, peut-être pas pour lui, mais vu de l'extérieur, c'est un type qui avait réussi. Il avait un nom, il faisait des trucs bien, Le Chant du Haut Pays, par exemple, des documentaires de noir et blanc de très, très belle facture. Et puis quand j'ai décidé de quitter ma place au PTT, eh bien, les banques en tout premier lieu n'auraient rien voulu me prêter. Le directeur de banque que je suis allé trouver, que je connaissais très bien d'ailleurs, m'avait dit: écoutez, le meilleur service qu'on puisse vous rendre, c'est de vous refuser de vous prêter de l'argent. Si vous vouliez créer une maison d'horlogerie, d'accord, on pourrait discuter. Mais monsieur Parat, le cinéma, n'y pensez pas. Dans ma famille, bon, ben, évidemment, c'était négatif, mais mes parents voyaient déçus un peu de me voir changer de cap alors qu'ils étaient sacrifiés aussi beaucoup pour me payer des études. Ma famille aussi, mes amis, les maisons d'horlogerie du Locle auxquelles j'avais posé la question comme ça, de façon très, très discrète, informelle, m'avaient tous dit: n'y pensez pas. Aucun soutien, donc. Absolument aucun soutien. Et c'était pour moi un élément déterminant qui m'a un petit peu boosté, parce que je me suis dit, c'est peut-être risqué, mais c'est un défi important à relever. Et j'ai essayé de le relever. Avec, bon ben, je ne me suis pas enrichi dans ce pays, mais j'en ai vécu. Vous en avez vécu, oui. J'en ai vécu, et puis surtout, alors, c'est une activité qui m'a pas apporté énormément d'enrichissement dans tous les domaines. Oui. Alors, concrètement, est-ce que c'est à ce moment-là que vous créez la maison Parat Film? Pratiquement, oui. Bon, j'ai quitté les PTT en 68. En 70, je crée ma maison de production. Pas dans le but de posséder une boîte à mon nom. C'était pas, je me sentais pas des envies d'être patron d'une entreprise, mais c'était pour être pris au sérieux, pour avoir un nom sur lequel m'appuyer, être inscrit au registre du commerce. Ça faisait beaucoup plus sérieux pour aller discuter avec une entreprise ou avec un client potentiel. Vous aviez envie d'être votre propre producteur ou c'était une nécessité? Et écoutez, même pas envie d'être mon propre producteur, mais en fait, je crois que n'ayant aucun diplôme, aucune formation dans le domaine du cinéma ni de la photographie, je ne pouvais pas trouver de place nulle part. D'ailleurs, en Suisse romande, il n'y avait pas de maison de production. Et la production se faisait en Suisse du côté de Zurich. J'avais pas envie d'y aller, je me sentais pas attiré par cette région. Et puis quand en Suisse romande il se faisait un film ou l'autre, c'était au coup par coup, mais je crois pas me souvenir qu'il y a eu en Suisse romande une maison qui a travaillé en tout cas de longue durée, qui faisait régulièrement des films. Tout à fait. C'est à ce moment-là que se crée à Genève le groupe 5. Il a débuté justement dans les années 1968-69. Vous en aviez entendu parler? C'est quelque chose qui vous faisait envie? Non, c'est-à-dire ça s'est créé donc mais
un petit peu dans les couloirs de la télévision, tout à fait, ça. oui, oui, tout à fait. Donc c'est pas quelque chose qui vous a... qui vous faisait envie dans le sens... Non, écoutez, par manque de connaissances peut-être, Mais par exemple, c'est des films que vous avez vus, les films qui se sont faits en Suisse romande à cette époque-là? oui, oui, oui. Oui. Mais il faut dire que moi, j'étais de tout temps plutôt attiré par le documentaire, Oui, plus que la fiction. plus que la fiction. Même si quelquefois ils étaient un petit peu à cheval sur si c'était des fictions documentaires ou des documentaires de fiction. Oui, oui. D'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, mais votre film dans les grottes au royaume de la nuit, est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est un documentaire? Ou un mélange des deux? Écoutez, c'est un mélange des deux. C'est un documentaire à scénario, si vous voulez, un scénario qui suit en quelque sorte l'activité de spéléologue, qui montre comment des jeunes attirés par le mystère du sous-sol, par l'aventure, se mettent à faire de la spéléologie. Et c'était là, sur ce plan-là, que c'est un peu une fiction, parce qu'on a imaginé un scénario sur cette base-là. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour revenir à la création de votre propre structure, vous êtes aussi... vous allez faire partie de l'association des producteurs de films de commande. C'est à ce moment-là, c'est bien juste? Voilà. Quel est l'intérêt pour vous de faire partie d'une telle association? Écoutez, les détails, je ne m'en souviens plus, mais je pense qu'il était nécessaire aussi de voir ce qui se faisait dans ce domaine, de participer aussi à l'activité, de voir comment se pratiquait, comment s'organisait la production du film de commande, la production d'une part, la promotion aussi des films, la distribution des films. Je pensais qu'il était important à ce moment-là d'être en contact avec des gens qui avaient les mêmes problèmes que moi. Mais c'était plutôt sur le plan commercial, structurel, que sur le plan de la création cinématographique. Par exemple, est-ce que ça vous a permis de créer des contacts avec certaines personnes en particulier? Ou pas spécialement? Eh bien, oui, inévitablement, des contacts avec d'autres producteurs, contacts pas très étroits, mais des contacts tout de même avec d'autres producteurs. Contacts, notamment, je parlais de Jean-Pierre Dubié de Berne, qui distribuait les films 16 mm, donc par le fait qu'on a placé nos films réalisés pour des entreprises chez lui, me donnait l'occasion de le rencontrer. Oui. Des contacts aussi avec des gens de laboratoire, comme Jean-Jacques Sperrer à Genève ou Schwartz à Berne. À partir de là, vous allez réaliser régulièrement des films de commande. Il faut dire que le film dont on vient de parler, 2000 mains, réalisé pour Zénith, a reçu un prix au Festival international du film et de la TV de New York en 1969. Recevoir un prix pour un film de commande, ça c'est quelque chose qui encourage d'autres personnes à vous commander des films. Eh bien oui, vous savez, c'est un mécanisme qui est courant, qu'on rencontre dans tous les domaines. C'était même un tournant pour moi, un tournant tout à fait décisif, parce que j'avais fait ce film 2000 mains pour Zénith. Et puis, l'année suivante, je crois, un petit film d'animation qui m'a été demandé pour Zénith, dont on pourrait reparler sur le plan cinématographique après. Ayant fait ces deux films, la maison Zénith me dit, écoutez, voilà, si vous avez fait deux films pour nous, on aimerait bien savoir ce que ça vaut sur le plan international. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est eux qui en avaient pris l'initiative. Je ne connaissais pas le festival international de New York. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on inscrive ces films là-bas? Je dis, mais oui, courons le risque. Ça engage quelques frais, de part et d'autre d'ailleurs, partagés, mais ça valait la peine.
Et voilà que le film 2000 remporte dans sa catégorie une médaille d'argent, Oui. et puis ce petit film d'animation une médaille d'or dans une autre catégorie. Alors immédiatement, j'ai aussi profité de saisir cette occasion pour faire connaître par la voie de la presse le résultat obtenu. Et immédiatement, eh bien, disons-le comme ça, ma cote est montée. Et j'ai été pris au sérieux, alors on m'a appelé à faire d'autres films pour l'industrie. Donc le petit film d'animation que vous avez évoqué, c'est A Watch Show, également réalisé pour Zénith. Vous pouvez nous le décrire un tout petit peu? Oui, j'avais choisi l'animation d'abord parce que c'était un domaine qui m'intéressait et j'avais proposé l'animation à Zénith. Et j'étais aussi à l'époque subjugué par ce que faisait Norman McLaren, le Canadien. Et le film s'en inspire aussi, il faut le dire. Le même directeur de Zénith m'avait de nouveau appelé chez lui pour me dire, écoutez, on aimerait que vous nous fassiez un film de publicité pour la montre, mais dans laquelle on ne voit pas de montre. Ah! Ça, c'est incroyable. Alors, faites-nous des propositions. Alors, je lui ai fait une ou deux propositions. Je me suis fait remettre à la porte une, deux fois parce que il considérait que c'était pas valable ce que je lui proposais, jusqu'au jour où je suis arrivé dans son bureau. J'ai mis un carton de couleur sur son bureau. J'ai versé des petits bouts de carton blanc là-dessus. Je dis, ben voilà, votre film, c'est ça. Il m'a regardé, il m'a dit, vous vous foutez de moi? C'est un homme qui avait un verbe très, très imagé, très, très, très direct. Et je dis, non, du tout, je vais vous expliquer. Alors, des petits bouts de Bristol blanc, je dis, ben voilà, c'est ceci au départ. Ce Bristol blanc, il tombe. Il se casse la figure sur le fond de couleur. Alors, en se cassant la figure, il se partage en deux. Alors, ça fait deux bâtons blancs. Ou bien ils sont de même sexe et ils commencent à se battre, ça fait de la casse, ou bien ils sont de sexe contraire et ils font des petits. Et on arrivait finalement, en multipliant à 16 bâtons blancs, et avec ces 16 bâtons blancs, on arrivait à créer en majuscule le nom Zénith. Puis on joue avec ça en animant, en suggérant des mouvements de monde, des tic-tac, des choses pour fabriquer le mot Zénith. Voilà la trame de l'histoire. Et puis, j'ai convaincu, et il s'est amusé avec ses bâtons blancs jusqu'au moment où il s'est dit, il m'a dit, oui, mais enfin, si, imaginez maintenant que le président du conseil d'administration entre dans mon bureau, qui me voit m'amuser avec des bâtons blancs, il me met à la porte. Alors vous ramassez tout ça, vous faites votre film, puis quand le film est terminé, eh bien, vous me le dites. Voilà, très rapidement, mais c'est comme ça, dans l'esprit, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Donc ça, c'est par ailleurs un très joli petit film qui vous a permis d'exprimer quelque chose de très créatif. J'aimerais bien justement qu'on discute un peu de la manière dont vous concevez votre travail comme producteur de films de commande, parce que le film de commande, beaucoup de gens le considèrent, les cinéphiles notamment, comme un produit où tout est dicté par l'argent, faire de la publicité, de la propagande, tout est dicté par des nécessités matérielles. Alors, je crois que vous considérez la chose tout à fait autrement. Oui, mais écoutez, il y a deux choses. Que le commanditaire conçoive ça comme ça lui coûte cher, même si c'est avec des budgets dérisoires, c'est quand même toujours cher pour une entreprise, un film. Il en attend quelque chose commercialement. Et ça, je crois que c'est une chose qu'il faut admettre. Si on est d'accord de jouer le jeu, honnêtement, il faut aller dans le sens de ce que demande le commanditaire. À la base, ça me semble honnête. Mais, ceci dit, atteindre ce résultat, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire d'une façon très,
très strict, très mathématique, très sèche, en montrant, donnant la priorité absolue au message commercial, si vous voulez, dans toute sa dureté, sa sécheresse. Mais on peut aussi profiter de cette occasion pour y mettre aussi d'autres éléments. J'ai eu l'occasion de discuter du scénario à plusieurs reprises par des clients qui voulaient montrer des séances du conseil d'administration ou bien d'un directeur sur son yacht, etc., des signes de richesse. Et je dis, écoutez, c'est pas ça. Une grande marque, prenons Zénith. C'est pas le conseil d'administration, ce sont pas les actionnaires, mais ce sont les gens qui sont au travail. C'est ça qui intéresse les gens. Vous voyez, quand je conduisais des visiteurs à travers l'entreprise de Zénith, je connaissais tout le monde pratiquement. Je voyais ces gens travailler, je voyais ces gens à la peine, ces gens qui me confiaient leurs soucis. Je dis, ben voilà, c'est l'occasion de montrer aussi ce que c'est ce milieu horloger. Mais pour ça, j'ai besoin de votre confiance. Vous me laissiez faire, je ne peux pas le faire, vous faire un scénario très précis, très strict et s'y tenir après, mais au fur et à mesure que je réalise le film, j'aimerais pouvoir le modifier au fur et à mesure de son évolution, vous voyez. Et j'ai eu la chance, en discutant de cette façon, d'obtenir pratiquement toujours une liberté d'action de la part des gens qui m'ont commandé des films. Alors, si bien que le film, puisque vous parliez de film 2020, qui est un cas bien particulier, bien précis, il peut être lu de deux façons. Il fait naturellement, par son commentaire, notamment l'éloge de marque Zénith, de la montre Zénith. Ça c'est bien, c'est son rôle. Mais en faisant de la publicité pour la montre, l'aidant à se vendre, de ce fait, il ne travaille pas seulement pour les actionnaires, mais il travaille aussi pour les ouvriers, en leur donnant des occasions de travail. C'est comme ça que je considère. D'accord. Et puis, en faisant abstraction du message publicitaire, eh bien, c'est de montrer des gens au travail, et ce qu'ils font, leur adresse, leur habileté manuelle, leurs soucis, les conditions dans lesquelles ils travaillent. Mais alors, avoir une grande liberté d'action, pour vous, c'était une nécessité pour accepter des films de commande? Oui, c'était une nécessité. C'était ma façon de travailler. Il y a 2 ou 3 fois, j'ai renoncé à certaines commandes parce que cette liberté n'était pas assurée. On a discuté avec Nag Ansorge, qui a aussi travaillé dans ce domaine-là. Il nous a expliqué que pour lui, faire des films de commande, c'est aussi un moyen de vivre du cinéma sans vivre dans l'illusion. Vous allez dans son sens? Vivre du cinéma, vivre sans vivre d'illusion. Écoutez, peut-être pas tout à fait, parce que je me suis rendu compte que au départ, il y a toujours des illusions quand même au départ, qui se vérifient par la suite ou pas. Mais j'ai toujours vécu d'une part d'illusion quand même. Il nous a dit aussi que dans son travail justement de cinéaste de films de commande, la chose à laquelle il tenait, c'était de jamais devoir faire de concessions, pas tellement au niveau esthétique, mais plutôt éthique. Par exemple, il n'a jamais fait de film qui irait à l'encontre de ses principes. Ça a été aussi un critère pour vous? Oui, tout à fait, alors. Oui, un problème d'éthique. Donc, éthique dans 2 sens. Donc, travailler dans l'intérêt attendu du commanditaire, mais avec des arguments foncièrement honnêtes. De dire, j'ai toujours refusé de placer des arguments mensongers ou fallacieux dans les films. Mais donc, ça allait dans les 2 sens. Donc,
travailler dans l'intérêt, selon le contrat du commanditaire, mais dans une éthique rigoureuse, et d'autre part, obtenir une certaine liberté pour pouvoir mettre un petit peu de ce que je ressentais, de ce que je voulais exprimer par rapport au sujet. Alors j'ai lu dans un article de l'Impartial qui présentait un petit festival autour du film horloger où étaient présentés quelques-uns de vos films, c'était dans les années 70, ce titre, « Le cinéma au service d'une cause industrielle est-il un art ?» Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que l'art? Oui, bonne question. C'est pas une pirouette de ma part de dire ça. Alors peut-être autrement dit, est-ce que vous avez trouvé l'occasion de vous exprimer à travers vos films de commande de manière satisfaisante? Oui. De manière satisfaisante, oui, je dirais oui. J'ai trouvé un certain épanouissement précisément dans la liberté que j'ai toujours obtenue. Pouvant dire aussi certaines choses qui me tenaient à cœur. Mais il est évident que cette fois, comme partout dans tous les domaines, on tombe sur des faits, des choses auxquelles on n'adhère pas. Alors on n'en parle pas ou autre, mais disons que je crois que j'ai toujours pu quand même, dans tous mes films, d'une façon ou d'une autre, pu donner une part à ce que j'avais envie de dire. Et si l'art, c'est le moyen de pouvoir exprimer ces sentiments, eh bien, c'est peut-être une part d'art. D'autre part, il y a d'autres éléments esthétiques, comme le cadrage, la beauté de l'image, introduire aussi certains éléments appelés artistiques et esthétiques, qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires au message commercial. Typiquement dans le petit film d'animation pour Zénith. Voilà. Ben, ce petit film d'animation, ça peut être considéré comme de l'art, mais tout à fait, oui. On pourrait épiloguer longtemps sur ce terme d'art. Donc vous m'avez dit avoir eu toujours beaucoup de liberté pour vos films de commande. J'aimerais bien qu'on prenne l'exemple du film Vivre sa ville que vous avez réalisé pour l'entreprise Portescap. Pour ce film, vous avez une carte blanche complète, c'est juste? Oui. En effet, ça s'est passé comme ceci. Le directeur de la maison Portescap de la Chaux-de-Fonds, qui était une entreprise moderne, d'avant-garde, une entreprise phare de notre région, m'appelle un jour en me disant ceci: nous cherchons à attirer dans notre entreprise des gens de qualité de l'étranger qui viennent pour venir travailler chez nous. Lorsque ces gens viennent, s'ils viennent avec leur épouse, pendant qu'on leur fait visiter notre entreprise, qu'on leur montre les possibilités qu'ils ont de développement, d'études, l'outil qu'ils ont à disposition pour leur travail, ils en sortent souvent, satisfaits. Pendant ce temps, leur épouse va se promener en ville. Pour peu qu'il ce soit un jour de mauvais temps, l'épouse n'est peut-être pas décidée de venir vivre dans une ville à 1000 mètres d'altitude. Alors, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir un outil pour montrer à ces gens-là, comme à nos clients à l'étranger, que la Chaux-de-Fonds est une ville vivante dans laquelle on peut s'épanouir, on peut trouver sa voie. Et on aimerait que vous nous fassiez un film dans ce sens. La seule contingence, c'est que ce film soit sans commentaire. Finalement, c'était une très bonne chose parce que ça nous évitait d'utiliser des clichés trop souvent utilisés, usés, et puis de montrer plutôt que de parler de qualité de vie dans notre ville, de montrer ce qu'on fait. Pour eux, sans commentaire, l'avantage c'était de ne pas devoir le sous-titrer. Et oui, parce que c'est un film qui peut présenter dans différents pays du monde. Alors c'est un avantage évident. Ouais.
Donc de la musique, oui, mais pas de paroles. Musique, bruit réel, mais pas de paroles. Et puis ça donnait aussi plus de liberté d'appréciation aux spectateurs qui prenaient ou qui refusaient ce qu'ils voyaient. En tenant compte qu'il y a comme toujours une large part de subjectivité dans l'image, parce que rien n'est plus subjectif que l'objectif de la caméra. Mais ceci dit, le commentaire ajoute encore à cette subjectivité. Donc, nous avons commencé, que je dis nous avons, avec mes collaborateurs de l'époque, dont Jean-Blaise Junot aussi, commencé de faire un petit peu l'inventaire, un petit peu un inventaire à l'après-vert de tout ce qui se passait à la Chaux-de-Fonds dans le sens culturel, industriel, sportif et tout, des infrastructures sociales. Et nous en avons établi la liste. Nous avons aussi interrogé des gens de la Chaux-de-Fonds pour savoir ce qu'ils pensaient de leur ville. Nous avons aussi souvent posé la question à des gens de l'extérieur pour savoir comment ils voyaient la ville de la Chaux-de-Fonds. Et on s'est rendu compte qu'il valait mieux peut-être partir sur nos impressions personnelles et puis faire le film que vous avez vu. Oui, un très beau film pour lequel vous avez collaboré avec Émile de Seninck, qui est un musicien chaudefonnier. Alors, l'image étant faite, nous avons travaillé avec Émile de Seninck, qui était un ami de longue date aussi, pour faire une musique qui était très bien appropriée, très bien adaptée à ce film. Oui, tout à fait. Et nous avons été très surpris qu'il refasse surface 40 ans après. Mais c'est que, je pense, c'est surtout dû au fait qu'un problème subsiste pour la Chaux-de-Fonds, c'est l'image du souci qu'a la Chaux-de-Fonds de son image. Et je crois qu'en dépit du patrimoine classé dans le patrimoine de l'UNESCO, la Chaux-de-Fonds se trouve toujours confrontée au même problème. Parce que ce nom de la Chaux-de-Fonds est, pour les gens de l'extérieur, toujours lié d'abord à une ancienne idée de chômage, d'hiver, de température sibérienne et autres. C'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Et si on parle de Genève ou de Lausanne ou de Zurich, on ne parle jamais du climat, alors que si on parle de la Chaux-de-Fonds, on commence toujours par parler du climat. C'est une image qui est véhiculée non seulement par les médias, par souci de facilité, mais aussi par les gens de la Chaux-de-Fonds eux-mêmes. Il y a aussi toute une façon de voir et de parler de sa ville qui est aujourd'hui encore d'actualité. Alors vous avez dit refait surface 40 ans plus tard, c'est-à-dire? Parce qu'il était ressorti de ses tiroirs pour être présenté lors de manifestations horlogères réellement à la fin de l'année dernière. D'accord. Et puis il va être représenté prochainement, dans 15 jours. Au DAV. Au DAV, le département audiovisuel de la Chaux-de-Fonds. Tout à fait, oui. À la population. Je profite que vous ayez mentionné Jean-Blaise Junot pour juste un tout petit peu parler des collaborateurs que vous aviez au sein de Parade Film. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est qui travaillait avec vous? Eh bien, il y a eu Jean-Blaise Junot, bien sûr, qui lui a fait, après, une carrière dans un autre genre de film, et qui continue de faire une carrière dans un autre genre de film. Il y a eu Danilo Uccelli, un jeune technicien qui était très imaginatif, qui nous apportait beaucoup de choses, mais sur le plan pratique, des réalisations pratiques, des montages, des combinaisons techniques spéciales. Il y a aussi un jeune homme qui cherchait à faire un stage dans une maison de production de films. Nous ne pouvions pas l'engager comme stagiaire réellement, mais il a travaillé quand même un certain temps chez nous. Vous vous souvenez de son nom? Oui. Carlo Piaget. Carlo Piaget, qui lui a fait une carrière dans l'animation. Et qui a fait des choses très intéressantes. Et il m'a envoyé encore tout récemment un film qu'il a tourné
parce qu'il a reconstitué, réparé, restauré une caméra telle que celle que Charlie Chaplin utilisait. Et il a fait un film sur le thème du cirque avec cette caméra. Fantastique. Donc, ces 3 collaborateurs? Et puis, en plus de ça, il y a eu un autre technicien, André Huguenin, et puis ma femme qui travaillait longtemps comme secrétaire chez nous, qui maintenant travaille avec moi pour tourner les films que nous faisons actuellement. Oui. Et puis alors, donc la Maison Parade Film a produit des films que vous-même n'avez pas réalisés, c'est juste? Oui, auxquels j'ai toujours collaboré, mais des films. Jean-Blaise Junot, par exemple, a réalisé un film sur Édouard Marcel Sandeau, et puis un film pour l'Office national du tourisme sur le thème de l'hiver. Alors, vous êtes donc à ce titre-là également producteur. Comment est-ce que vous définissez votre travail à ce niveau-là? Vous laissiez libre Oui, bien écoutez, j'ai toujours eu une notion très, très floue de ce rôle de producteur. En tant que producteur, eh bien, j'essaie d'assurer la survie de la maison, d'essayer d'obtenir des commandes. En fait, à vrai dire, nous n'avons jamais eu de publicité à faire par la suite. Ça a toujours fonctionné du bouche à oreille, mais assumer, calculer étudier les demandes qu'on nous faisait, calculer des prix de revient, etc. Organiser le tournage matériellement aussi. Et puis sur le plan de la production, on travaillait largement en équipe, en discutant largement du travail qui se faisait. Donc en fait, vous avez produit des réalisateurs qui étaient de vos collaborateurs? Ou bien des personnes extérieures aussi? Pas des personnes extérieures. De vos collaborateurs proches? Ouais, voilà. Alors, j'aimerais bien qu'on discute un peu d'un travail qui a été de très grande haleine. C'est les films que vous avez faits sur les travaux routiers dans le canton de Neuchâtel. Ça, c'est... Rappelez-nous peut-être dans les grandes lignes de quoi il s'agissait, parce que c'est quelque chose qui vous a occupé pendant plus de 20 ans. Voilà. Eh bien, effectivement, le canton de Neuchâtel a connu une période de profonde mutation sur le plan de ses structures, de ses liaisons routières notamment, par deux projets particuliers, la traversée de Neuchâtel et du littoral neuchâtelois par l'autoroute, et puis la liaison entre le bas du canton et le haut du canton. Le col de la Vue des Alpes étant à la fois un point de liaison, si vous voulez, mais aussi un obstacle. Lorsque a été décidée la construction d'une route qui traverserait Neuchâtel, le Neuchâtel qui commençait à suffoquer sous le trafic de transit, le conseiller d'État de l'époque, qui était André Brand, le frère d'Henri Brand, par hasard, avocat à la Chaux-de-Fonds et conseiller d'État, a fait appel à nous en disant ceci: il va se faire des choses très importantes dans le canton, on aimerait en garder mémoire par le film. Est-ce que vous pouvez nous faire des reportages sur certains points? Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors on a filmé déjà un ou deux événements importants, et puis après on nous a demandé d'en filmer un autre, et puis on a fait la proposition de faire finalement un suivi de ces travaux. Alors, ce qui a été fait, mais entre-temps, il m'est apparu une chose, c'est que j'aurais dit, écoutez, non, je dois encore faire une parenthèse. Parce que dans le cadre de ces travaux, il y a un problème qui se pose presque partout, c'est toujours des oppositions aux travaux et des conflits qui entrent entre les entreprises de construction, entre l'État qui commandite ces travaux et les riverains qui sont affectés, touchés par ces travaux. Alors André Brand, le conseiller d'État, disait ceci: pour aplanir ces conflits, on va créer, et c'était une première en Suisse, des pavillons d'information.
ils ont érigé des bâtiments dans lesquels il y avait une exposition qui est constamment remise à jour, dans laquelle ils montraient l'état des travaux, les projets, ce qui se faisait. Ils accueillaient les gens, des riverains, pour discuter avec eux dès qu'il y avait des conflits qui intervenaient. Et je disais, voilà, nous faisons des films qui seront terminés dans 10-15 ans, mais entre-temps, ces films dorment, ils perdent de leur actualité aussi. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de les utiliser pour en faire chaque année une rétrospective avec les principaux événements de l'année et qui serait présenté dans ces pavillons? Alors, il y a eu ces films terminés, qui représentent un tout, et puis d'autre part, ces tranches de films qui étaient présentés chaque année, enfin, refaits chaque année, mais présentés aux visiteurs de ces pavillons. Et ceci, ça a été un travail extrêmement important qui a facilité beaucoup l'avancement des travaux en établissant des rapports, plus que des rapports avec la population, en devenant presque des curiosités touristiques. Et des gens venaient de l'intérieur, des Japonais sont venus par groupe visiter nos chantiers et voir ces films. Donc plus de 20 ans de tournage, ça représente combien de mètres de pellicule? Mètres de pellicule, d'abord les premiers ont été tournés en 16 mm. Ça fait peut-être une vingtaine d'heures de projection. Donc là-dessus, vous avez eu un gros travail de montage. Travail de montage, oui, mais bien sûr. La fin des films s'est fait en vidéo? Le dernier film a été fait en vidéo. D'accord. Et puis donc au total, ça représente 5 films? Donc il y a d'abord eu un premier film qui est intervenu entre-temps sur un ouvrage particulier, qui était le forage d'un tunnel sur la partie est de Neuchâtel, de la sortie est de Neuchâtel, de la Maladière, pour être précis, jusqu'au centre de Neuchâtel, au Champ-Coco, le vallon dans lequel il y a les changeurs actuels. Et puis, pendant ce temps, celui-là, on l'a terminé pour animer justement ces pavillons d'information. Et puis ensuite, lorsque la traversée de Châtel a été réalisée, on a fait un film sur l'ensemble de ces chantiers. Mais ensuite, il y a eu encore un autre problème, c'est que les rives avaient été profondément modifiées entre Neuchâtel et Marin. Et là, il y a différents problèmes qui ont été traités dans ces films. C'est qu'il n'y avait pas seulement une réalisation technique, mais aussi une modification importante des rives de Neuchâtel. Les rives de Neuchâtel qui étaient occupées par des propriétés privées, dont plusieurs étaient à l'abandon, et ce qui privait le public de Neuchâtel du lac. Alors, entre Neuchâtel et Saint-Blaise, par cette occasion-là, par la création de nouvelles rives et d'autoroutes, l'accès au lac a été redonné à la population. Et sur un plan social, c'était quelque chose de très important que nous avons voulu mettre aussi en image et traité dans ce film. D'accord. Et finalement, un dernier problème s'est posé sur la mer Roche, c'est-à-dire de Neuchâtel jusqu'à la frontière vaudoise. Donc ce n'était pas seulement des films d'information technique sur ces travaux? Non, il y avait donc l'aspect politique, social, qui venait se greffer là-dessus. Et sur le plan des travaux et des gens qui travaillaient, comme dans les autres films d'ailleurs, c'était aussi l'occasion d'évoquer la condition de ces ouvriers, des étrangers venant de tous les horizons, qui parlaient des différentes langues, qui se comprenaient par signes, dans ces chantiers souterrains, dans la boue. Nous aussi, on était couverts de boue
en tournant ces films. On partageait leur travail, leurs soucis, leurs dangers quelquefois, leur solitude aussi d'ouvriers étrangers séparés de leur famille. Tout ça, ce sont des problèmes qui ont été évoqués dans ce film aussi, toujours dans la même optique de pouvoir aussi exprimer ce qu'on ressentait face au sujet qu'on avait à traiter. Oui. Et ensuite, pour en terminer avec ce sujet, il y a eu la traversée de la vue des Alpes en tunnel, qui était dans le même esprit, mais un autre chantier. Oui. Alors, si on vous demande, et c'est une question qui vous a été beaucoup posée, si vous avez eu envie de faire des films de fiction, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, l'idée m'a traversé l'esprit une fois ou l'autre, mais je sens vraiment aller très loin. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été intéressé par le documentaire et j'avais pas le sentiment d'avoir, il faut le dire honnêtement, quelque chose d'intéressant, de nouveau à dire par le film de fiction. Parallèlement aux nombreuses productions de commandes que vous avez faites, vous avez aussi surtout réalisé un grand nombre de films naturalistes, qui est en fait une œuvre plus personnelle et vraiment le rêve que vous avez toujours caressé. Cette production représente au total 18 films, je crois, que vous avez fait ces 20 ou 30 dernières années. Alors, comment ces films-là ont été financés ? Eh bien, au début par moi-même, mais ils ont toujours été malgré tout des films à un budget extrêmement restreint. Modeste, oui, oui. Est-ce que par exemple vous avez demandé de l'aide de Berne pour ces films-là? Non, parce que c'est un genre de film qui n'entre pas dans les préoccupations de nos autorités et puis dans le cadre d'une loi sur le cinéma. Je dirais même que ce sont des films qui ne font pas partie de l'histoire du cinéma suisse, qui ne font pas partie du cinéma suisse. C'est en tout cas pas le cinéma avec un grand C, comme on imagine, c'est très marginal, le documentaire. Mais alors, est-ce que ces films ont été diffusés? Alors, ces films, donc au départ, j'ai financé moi-même, mais ils ont pratiquement tous été diffusés par la télévision, ce qui chaque fois me donnait quelque argent pour entreprendre le suivant. Ouais, ouais. D'autre part, je les présentais en film-conférence à gauche et à droite. Et récemment, pour une série de 3 films sur les Alpes, par exemple, j'ai obtenu une aide substantielle de la loterie romande. D'accord. Et puis, est-ce que vous avez eu un retour de la perception du public de ces films? Est-ce que vous pouvez parler d'une réception publique de vos films? Ben, par le fait que, oui, surtout, comme je présente ces films en public, il y a d'abord une réaction immédiate du public. Mais ces films sont présentés généralement à des publics acquis par avance aux beautés de la nature, donc des gens sensibles à la nature et qui les apprécient. Et ça... On pourra couper. Il faut dire que ces films sont souvent été présentés par moi-même à des publics qui me donnent un retour immédiat et qui généralement sont très bien accueillis. Mais lorsqu'ils ont été passés par la télévision, j'ai été étonné de voir le nombre de personnes qui nous ont écrit ou téléphoné sans nous connaître pour nous remercier d'avoir montré telle ou telle chose. Et notamment, dernièrement, sur les Alpes publiques, un sujet qui est particulièrement porteur pour notre public. Vous pensez que la télévision, c'est une chance pour ce genre de film? Pour moi, ça l'a été, certainement, oui, ça l'a été. Et puis, est-ce que vos films ont été reçus
par la presse? Est-ce qu'ils ont connu une réception critique? Certains d'entre eux. Assez peu. Mais par exemple, l'été du Grizzly que vous avez tourné en Alaska, sauf erreur, il a connu une certaine carrière publique et critique. Et critique. Je crois que plus sur le fait d'abord, la carrière qu'il a connue, le film avait été produit personnellement, mais avec une quasi-promesse, disons, du touring du TCS qui va organiser notre voyage sur la base de nos demandes. Si le film pouvait se faire, c'est toujours une inconnue de faire un film tel que celui-là. Et ils envisageaient de le présenter, d'organiser une tournée en Suisse romande, ce qui a été fait. On l'a présenté dans 8 films de Suisse romande. Alors par exemple, ce film-là a été produit en partie par le TCS? Il n'a pas été produit par le TCS, mais disons, le TCS nous a assuré les cachets de la présentation de la tournée. D'accord. Lors de la tournée, c'est financé sous cette forme-là. Quant à la critique, eh bien, il n'y a pas eu la presse n'a pas fait de critique à proprement parler de ce film, mais il nous a accordé quelques interviews sur la façon dont on l'a fait. Parce que aller filmer des ours à main nue dans la forêt, seul avec ma femme, c'était pour beaucoup une aventure un petit peu téméraire. Ça ne l'a pas été en réalité. Bien sûr, c'est pas une opération sans danger, mais c'est comme l'alpiniste qui va faire une face nord dans les Alpes. Il y a toujours un facteur risque, mais un facteur calculé, bien étudié, si bien que nous n'avons pratiquement pas couru de risque particulier, bien que nous ayons eu des rencontres très intimes avec les ours, très rapprochés avec les grizzlies. Il ne s'est jamais rien passé de dangereux ni de menaçant. Alors justement, rencontre avec les ours, je crois qu'il y a quelques personnes qui vous ont demandé si, à force de filmer les animaux, vous ne vous intéressiez pas à l'homme. Et au contraire, il y a plusieurs films qui le montrent, notamment, on en a parlé, les films sur les travaux routiers où vous avez cherché à filmer les ouvriers qui travaillaient sur ces travaux, mais aussi d'autres films, notamment des films sur les personnes handicapées. Il y en a 2. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de ces films, de ces contacts avec des hommes? Oui, ben disons, pour passer des films sur les animaux à celui-là, effectivement, on m'a dit, mais dans les films que vous faites sur les animaux, on ne voit pas l'homme. Est-ce que vous ne vous intéressez pas à l'homme? Je dis, ben écoutez, je crois qu'avoir suffisamment, par d'autres films, montré que je m'intéressais à l'homme, mais que finalement, si visuellement, l'homme n'apparaît pas dans ces films naturalistes, il y entre quand même par le sujet lui-même, parce qu'on touche à des problèmes, pas des problèmes de société, peut-être, mais à des problèmes fondamentaux sur la vie. La position de l'homme dans la nature, sa position face aux animaux, les animaux qui finalement partagent avec nous le même sort de la planète. On se balade dans l'univers, dans un univers qu'on connaît encore mal, en ayant pour compagnon des animaux, des fleurs, des autres êtres vivants qui subissent finalement le même sort que nous et qui nous donnent l'occasion de réfléchir sur notre propre condition d'homme. Et c'est dans ce sens-là, si vous voulez, par une sorte d'interactivité que l'homme intervient dans ces films-là sur le plan de la réflexion. Quant au film dont vous faites allusion, ou que vous avez cité tout à l'heure, on n'a pas fait des films que pour l'industrie, mais des films de tout genre, sur des problèmes de société, aussi des films qui paraissent peut-être vulgaires pour le sujet. Si je vous dis que nous avons fait un film sur l'incinération des ordures, eh bien, ça peut faire sourire certains. Il n'empêche que l'incinération des ordures est un grave et important problème
de société. Elles n'ont pas besoin, ces déchets n'ont pas besoin d'être radioactifs pour poser de graves problèmes. Problèmes importants et graves de société d'une part, problèmes techniques extrêmement intéressants et extrêmement pointus pour détruire ces produits, ces détritus, les sous-produits de ces détritus, les sous-produits des sous-produits, c'est une chaîne qui n'en finit pas, à vrai dire. Et c'est un problème important. Mais il y a eu d'autres problèmes aussi que nous avons eu la chance de pouvoir traiter. C'est des problèmes de société tels que celui des enfants infirmes moteurs cérébraux. Voilà, oui. Nous avons travaillé pendant 3 ans avec le centre IMC de la Chaux-de-Fonds. Nous avons filmé ces enfants qui nous ont beaucoup apporté sur notre expérience humaine, en fait, par une maturité souvent beaucoup plus développée que chez d'autres enfants, et par les problèmes qui posent ces enfants qui sont mignons, ces petits infirmes qui sont cocolés quand ils sont petits, entourés, qu'on trouve mignons, mais lorsqu'ils deviennent adultes, jeunes adultes, avec leur pulsion sexuelle, disons le mot, ou aussi leurs problèmes d'adultes qui commencent à se poser, pour beaucoup de gens à ce moment-là, ils deviennent encombrants. Et ça devient, c'est un peu brutal de dire qu'ils deviennent encombrants, mais c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous demandez à un homme qu'on avait filmé pendant 3 ans et qui allait quitter le centre parce que sa place n'était plus dans ce centre IMC, parce qu'il avait atteint l'âge de la puberté, on lui disait, écoute, voilà, tu vas quitter le centre maintenant, comment est-ce que tu envisages ton avenir? Et qui froidement regarde la caméra et qui dit, je ne l'envisage pas parce que moi je n'ai pas d'avenir, dans une année je serai mort. Ah, coupé. Ouais. Et dans ce centre IMC, on a aussi découvert tout un monde par le film, au public, en montrant finalement la gaieté de ces jeunes, de ces enfants, qui, malgré leur handicap, eh bien, avaient une vie souvent assez riche. Ces films ont été vus par le public? Oui, il a été diffusé par le centre IMC de la Chaux-de-Fonds. Ses visiteurs, il l'a passé à la télévision. Oui, d'accord. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de cinéma suisse. Qu'est-ce que ça vous évoque, le cinéma suisse? Vous nous avez dit en être en marge. Écoutez, en tant que producteur-réalisateur, je me suis toujours, comme je vous l'ai dit, senti en marge de ce qu'on appelle le cinéma suisse, qui a des différents visages, mais qui souvent était axé sur des problèmes assez graves. Comment dire ça? Un cinéma qui s'est souvent senti un rôle de justificateur, d'accusateur, à part les petites fugues et les faiseurs de Suisse. Enfin, les faiseurs de Suisse étaient aussi critiques, mais les petites fugues qui étaient beaucoup plus légers, à part ce film-là, sont souvent un cinéma très, très grave. Et un cinéma qui se sent peut-être souvent dévalorisé s'il traite de problèmes beaucoup plus légers. Alors vous avez fait vos tout premiers films en plein boom de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma suisse. Comment vous vous positionnez par rapport à ces films-là? Écoutez, à vrai dire, je me suis toujours senti
dans une autre catégorie. Vous nous avez parlé je de... ne m'identifiais pas Oui. à ce cinéma-là, sans pourtant le rejeter pour autant. Mais en tant que réalisateur et producteur, je ne me sentais pas impliqué, si vous voulez, dans ce cinéma suisse. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de contestation. Oui, j'aimerais, si vous voulez, prendre un exemple. J'ai souvent trouvé les films suisses trop moralisateurs, trop sévères, alors que la contestation peut se faire d'une façon gaie. Je vais dire quelque chose qui sera considéré certainement par tous les cinéphiles comme des propos hérétiques. En parlant d'un film, Bienvenue chez les Ch'tis. Vous l'avez vu, oui. Je pense. Un film dont les gens sérieux, parlant sérieusement de cinéma, ont souvent dit beaucoup de mal. Un film qui a quelquefois des ficelles un peu grosses, ça, je l'accorde et tout, et que pourtant traite d'un problème extrêmement sérieux. Genre, vous avez parlé tout à l'heure du film Vivre sa ville, qui était un film qui était allé finalement au-delà de ce qu'avait prévu le commanditaire. Le commanditaire qui le voulait pour faire montrer que sa ville, que son entreprise était installée dans une ville qui était vivante. Donc, peut-être avait-il aussi pensé à faire l'image de cette ville. Je ne sais pas si sa pensée était allée aussi loin, mais le film, lui, est allé aussi loin. Il a travaillé à l'image de cette ville. Et actuellement encore, on cherche notamment, si je pense au problème de la ville voisine, qui était la mienne pendant une grande partie de ma vie, le Locle, qui, sous les critiques du journal Bilanz, s'est cru défendre quelquefois maladroitement, toujours pour essayer de redorer son blason vis-à-vis des gens de l'extérieur. Eh bien, l'auteur dont j'ai oublié le nom maintenant, du réalisateur... Danny Boone. Bienvenue chez les Ch'tis, a fait la même chose. C'est un film beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave et beaucoup plus important qui, à mon avis, comme j'ai ressenti, qu'on veut bien le dire. Il est de Picardie, c'est un ch'ti, il sait ce qu'on pense de son pays, à Paris notamment, et il veut montrer que c'est autre chose. Alors il a montré tout ça sous la forme de dérision dans un film qui a fait un tabac dans les salles, qui a souvent été pris pour un film comique, mais qui n'a pas été, à mon sens, reconnu à son juste titre. C'est une déclaration d'amour pour son pays qu'il a voulu faire. Il a voulu montrer que son pays était autre chose et valait mieux que sa réputation. C'est aussi ce que vous avez fait pendant ces 40 ans de cinéma, plus 50 ans de cinéma? Bien, écoutez, c'est aussi ce qu'inconsciemment peut-être on a fait avec ce film Vivre sa ville. Et puis, je ne sais pas si l'occasion, les films que nous avons faits, c'était vraiment donné, mais j'ai le sentiment d'avoir toujours essayé de montrer une face positive des sujets qu'on avait traités, n'ayant pas le sens peut-être de la polémique, d'un Don Quichotte, d'un moralisateur. J'ai surtout essayé de faire découvrir ce que j'avais moi-même eu la chance de découvrir, c'est-à-dire les beautés de certaines, pas seulement de la nature, mais des contacts humains, des réalisations humaines. Alors, si vous ne vous sentez pas cinéaste suisse, André Parat, cinéaste neuchâtelois? Neuchâtelois, disons, tout simplement. Mais suisse aussi, un peu moins suisse que neuchâtelois, parce que, évidemment, la Suisse est un amalgame
de mentalités bien diverses. C'est peut-être sa richesse par ailleurs, mais je fais partie de cet amalgame. Merci beaucoup, André Parat. Mais je vous en prie.